Bien le bonjour, et bienvenue dans ce nouveau Rio va vous parler. Nouvel épisode bien sûr, mais cette fois un épisode un peu spécial, puisque ce sera un épisode dédié à Final Fantasy. Alors, épisode un peu spécial, oui et non. Alors en effet, on va parler de Final Fantasy pendant toute cette vidéo, mais ça va rester un podcast dans la veine de ce qu'on a déjà fait dans Rio va vous parler, notamment j'aime bien le format 3 sujets différents, et du coup on va faire la même chose avec Final Fantasy, je vais parler de 3 sujets différents, donc je vais parler de 3 sujets différents autour de la franchise, pas forcément, on va pas couvrir tout Final Fantasy dans ce podcast, il s'agit pas ici de parler de la série dans son entièreté, non, ici on va vraiment se concentrer sur 3 sujets très spécifiques, je pense pas être la bonne personne vraiment pour parler de Final Fantasy dans son entièreté, parce que je n'ai pas encore joué à tout, ni tout vu, voilà, j'aime bien ce découpage en 3 gros sujets qu'on va traiter. Je pense que ça va devenir un peu le standard, le format qu'on va adopter pour les prochains podcasts aussi, sauf évidemment pour les bilans, où là c'est beaucoup plus long, et peut-être qu'un jour il y aura d'autres. Rio va vous parler spécial Final Fantasy, avec d'autres sujets, je ne sais pas, alors je ne pense pas cette année, parce que j'ai déjà plus ou moins les sujets pour le prochain podcast aussi, mais peut-être que ça arrivera de nouveau. Je ne sais pas encore. En tout cas, je ne ferme pas la porte. Bien entendu, ce podcast, comme d'habitude je le répète, c'est un format podcast et donc majoritairement audio. Il y aura tout de même des trailers, des images de gameplay en visuel, vu que cette vidéo, ça reste une vidéo tout de même, destinée à YouTube. Mais le principal se situe plutôt dans l'audio ici, un podcast que je veux un peu chill, un peu calme, voilà, mettez-vous à l'aise, et on va parler de Final Fantasy, tout de même d'une série culte, une série de jeux vidéo culte, et de quelque chose qui est très cher à mon cœur. On ne présente plus trop Final Fantasy aujourd'hui, cette série de JRPG cultissime, qui existe depuis 35 ans, quelque chose comme ça. C'était quand? Bientôt peut-être, l'année prochaine peut-être. C'était en 87, exactement, donc c'est l'année prochaine. L'année prochaine c'est les 35 ans. Une série qui me plaît par de nombreux aspects, et notamment parce que c'est une série qui essaye sans cesse de se renouveler, et qui a beaucoup évolué avec le temps. Une série qui a su s'adapter à son époque, avec le temps, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire, et une série qui, encore aujourd'hui, me fait rêver, voilà. J'aime beaucoup Final Fantasy, oui, même si on n'a pas forcément eu trop d'occasion d'en parler sur la chaîne. C'est une série que j'ai connue surtout pendant mon adolescence, quand la curiosité du jeu vidéo m'a gagné. Avant ça, j'étais pas très intéressé par tout ce qui était RPG au tour par tour. C'était vraiment un truc que j'aimais pas trop, et puis un jour j'ai essayé, et le premier c'était le remake de Final Fantasy IV sur PSP, je sais pas pourquoi spécialement celui-là, mais c'est le premier que j'ai eu l'occasion de faire entièrement, et sans pour autant avoir adoré le jeu dans son entièreté. J'avoue que j'avais quand même un peu de mal avec les combats à l'époque, j'avais tout de même ressenti quelque chose d'assez fort, pour avoir envie de me lancer dans le reste de la série. Depuis, j'ai joué à pas mal de jeux de la série, pas encore tous. Je me rapproche là d'avoir en tout cas joué à la majorité des jeux qui m'intéressent. Voilà, si vous avez écouté le dernier podcast, peut-être que vous vous souvenez que j'ai lancé un petit fil rouge personnel l'année dernière, après la sortie de FF7 Remake, où j'ai enchaîné avec FF7, l'original, et puis après j'ai continué en jouant à pas mal d'épisodes que je n'avais pas encore découverts. Je me suis fait un petit fil rouge comme ça, un petit défi
de continuer à jouer à Final Fantasy, parce que il y en a pas mal. Je parle surtout des Final Fantasy principaux, bien sûr, les numérotés, parce que il y en a quand même pas mal auxquels je n'ai pas encore joué, ou je n'avais pas encore joué, et qui pourtant m'intéressaient beaucoup, mais que je laissais de côté parce que j'avais d'autres priorités. Et du coup, j'ai assez vite enchaîné Final Fantasy V, Final Fantasy IX, le 12, et puis le remake du 4, le remake DS, cette fois, je voulais essayer l'autre remake. J'atteins presque la fin, là, de mon fil rouge. Je ne sais pas si je vais jouer à la suite du 4. Je vais sans doute essayer un peu. Mais après ça, il reste Lightning Returns, que je n'ai pas encore fait, c'est vrai. 10-2, j'ai entendu toute ma vie que c'était pas bien, mais j'ai très très envie de me faire mon propre avis là-dessus. Et puis ensuite, il en resterait 3. Je suis pas sûr de les faire ceux-là parce qu'ils ne m'intéressent pas vraiment, ou alors ils sont un peu inutiles, notamment Final Fantasy 2 et 3. Le 2 étant celui qui m'intrigue le plus, parce que c'est un précurseur de ce qui se fera avec Final Fantasy 4, et puis les suivants, en termes de scénario, en tout cas, d'ambition scénaristique, parce qu'en termes de gameplay, c'est vrai que c'est une formule qui n'a plus été utilisée, et qui, il me semble, a plutôt été reprise pour les Romancing Saga. Et le 3, ben bien sûr, le 3, c'est un sous Final Fantasy V, dont on va parler d'ailleurs. Et puis le dernier des 3 qui me donne pas forcément envie, c'est le 8. Désolé, si vous aimez le 8, moi j'ai essayé d'y jouer il y a quelques années. Le jeu m'a laissé très indifférent, en fait. Que ce soit son gameplay ou son univers ou ses personnages. Je sais pas, j'ai pas vraiment accroché, donc je ne sais pas si je vais y jouer ou pas. Et bien sûr, dans la liste, je ne compte pas les MMO, voilà, je suis pas très intéressé par FF11, dont j'ai très peu entendu parler dans ma vie d'ailleurs. Par contre, quand même, Final Fantasy XIV, voilà, j'avais déjà dit que j'y avais un peu joué, mais bon, j'ai exploré les premières zones et j'ai fait des quêtes annexes, quoi. J'ai pas forcément trop progressé dans le jeu, et on peut dire que j'ai juste un peu mouillé un doigt de pied dans l'océan qui est Final Fantasy XIV. Évidemment, le forcing des fans donne quand même envie. Non mais c'est bon, j'ai compris en fait, hein, j'ai compris. C'est un peu du lavage de cerveau, ce qui se passe en ce moment. Voilà, ça commence en te disant que c'est gratuit jusqu'au niveau 60, avec la première extension incluse, et après, tu finis sur YouTube à regarder le trailer de Endwalker de 6 minutes, là, en boucle, juste pour écouter la chanson qu'il y a derrière, quoi. Non mais j'ai compris, c'est un peu du lavage de cerveau, ça commence à venir, et je vais tomber dedans à un moment ou à un autre. C'est comme ça que ça marche. J'ai très envie aussi de faire certains crossovers, entre guillemets, voilà, les Final Fantasy... World of Final Fantasy, pardon, qui a l'air très drôle. Je sais pas vraiment si c'est très... Je sais pas vraiment si c'est vraiment très important de connaître les autres épisodes de la série pour faire World, parce que je sais qu'il y a des personnages des autres épisodes de la série, mais je ne sais pas si c'est important pour le scénario, pour comprendre ce qui se passe. Mais je pense que c'est bien quand même d'avoir une certaine connaissance de Final Fantasy, pour apprécier les petites références. Et puis aussi, je suis très intéressé par le gacha d'Issidia, Opera Omnia, qui a l'air très intéressant, mais bon, c'est un gacha, on n'en parle pas ici, bien sûr. Donc voilà, inutile de vous dire que je suis très Final Fantasy en ce moment. On fait coucou au serveur Discord Avalanche, parce qu'il y a eu un gros forcing sur Final Fantasy l'année dernière, et du coup c'est sans doute de là que ça vient, mon envie de découvrir les jeux que j'avais pas encore fait. Ce podcast va donc se concentrer sur 3 sujets différents. Le premier, donc, ce sera Final Fantasy V. On va parler de cet épisode qui est assez oublié, malheureusement, même si pour de bonnes raisons. Non pas que ce soit mauvais, hein, loin de là.
On va en parler de toute façon, mais c'est vrai que c'est un épisode dont on parle peu. On va ensuite aborder le film Final Fantasy VII Advent Children, le fameux film réalisé par Tetsuya Nomura lui-même, incroyable. Et pour finir, eh bien, on va peut-être un peu théoriser et faire un espèce de résumé de ce qu'on sait et de pourquoi c'est intéressant et de pourquoi je suis très très chaud. On va parler de Final Fantasy XVI, donc le prochain jeu numéroté, en tout cas, on pense, si ça se trouve, il y aura peut-être un autre épisode numéroté entre-temps, je ne sais pas. On va parler de ce qu'on sait. Alors, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. On n'a eu qu'un seul trailer, et la seule autre source d'information, les seules autres sources d'information, c'est le site officiel du jeu, ainsi que certaines interviews. Et donc c'est vrai qu'on ne sait au final pas grand-chose sur le projet, et justement on va peut-être essayer de théoriser sur ce que ça pourrait être, parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à dire sur le projet. On va parler de ça. Alors c'est un podcast pré-E3, enregistré fin mai, et j'espère que j'aurai le temps de le sortir avant le 3, parce que il risque d'y avoir des infos sur Final Fantasy XVI en fait, et du coup cette partie du podcast risque d'être très rapidement obsolète, mais j'avais quand même très envie de parler du projet, et de pourquoi est-ce que ça m'intéresse tant. Et voilà, du coup je pense qu'on va passer au premier sujet, on va parler de Final Fantasy V. Le 5e épisode numéroté de Final Fantasy, évidemment développé par Squaresoft, est sorti sur Super Famicom en 1992, un épisode qui, comme beaucoup d'autres jeux Final Fantasy, va rester exclusivement au Japon, jusqu'à la sortie de la version PlayStation, un portage sur la console de Sony, et c'est à peu près comme ça que sont arrivés tous les jeux Final Fantasy chez nous, il me semble. Le jeu sera également porté à nouveau sur Game Boy Advance, cette fois dans une version un peu améliorée avec quelques trucs en plus, un donjon en plus il me semble, et quelques classes, ce genre un peu de contenu bonus quoi. Et puis ensuite complètement refait sur mobile, avec des graphismes à la qualité discutable. Cette même version mobile ensuite était portée sur Steam. Et voilà, je crois que c'est toutes les versions disponibles du jeu. Un jeu donc de l'époque Super NES, évidemment sorti entre le 4 et le 6, bien sûr, réalisé par Hironobu Sakaguchi, avec Yoshitaka Amano au character design, et Nobuo Uematsu à la musique. Bien entendu, c'était comme d'habitude à l'époque. Un jeu, comme je l'ai dit dans l'intro, dont on parle peu au final, qui est peu connu et peu reconnu, ce que je trouve tout à fait dommage, mais ce que je comprends, parce que Final Fantasy V, disons que Final Fantasy V, c'est un peu l'ancêtre d'une série de JRPG, assez connue aujourd'hui chez les fans du genre, série de JRPG de Square Enix évidemment. En fait, c'est cette proximité avec cette autre série de jeux qui fait qu'on n'entend sans doute pas trop parler, parce que les deux partagent le même système de combat, et c'est peut-être la meilleure qualité des deux, je pense. La série de jeux en question, c'est la série Bravely Default, série développée par ce qu'on appelle aujourd'hui la Team Asano, qui sont aussi derrière les jeux Octopath Traveler, et le prochain Project Triangle Strategy, et c'est vraiment le même système dans Bravely Default que dans Final Fantasy V, un système qui fonctionne vraiment très bien. Bon, Bravely a d'autres mécaniques de jeu qui viennent s'y ajouter, et a aussi la modernité qui vient s'y ajouter, notamment plein d'options
de personnalisation des combats, le fait d'avoir des options qui permettent d'avoir plus ou moins d'ennemis random, le fait de pouvoir accélérer les combats, ce genre de choses, mais on est vraiment sur la même base, enfin une base qui était déjà présente dans Final Fantasy III, et même dans Final Fantasy III, en fait la base du système c'était Final Fantasy I. C'est assez sympa de voir qu'à l'époque c'était un peu un Final Fantasy sur deux, c'était soit un jeu très scénarisé, soit un jeu plus libre, notamment au niveau du gameplay, avec Final Fantasy 1, 3 et 5 étant les jeux au gameplay plus libre, et Final Fantasy 2, 4 et 6 étant les jeux plus scénarisés. C'est vraiment un système de combat assez incroyable, qui fonctionne encore aujourd'hui dans Final Fantasy 5, et qui bien sûr a été remis au goût du jour dans les jeux Bravely. Pour expliquer ça très rapidement, c'est un système basé sur les jobs, qui est le nom qu'on donne aux classes dans Final Fantasy. Ouais, c'est mage blanc, mage noir, chevalier, voleur, ce genre de choses, qui sont en fait des rôles différents attribués à des personnages en combat. La particularité de FF5, c'est que vraiment, on va avoir 4 personnages jouables qui peuvent prendre les rôles qu'on veut. On peut leur choisir leur rôle, parmi tout de même un grand nombre de jobs, tout en sachant que chacun des jobs est assez unique, et offre un style de jeu différent, un rôle différent en combat. Bon, même s'il y a quelques jobs qui sont des répétitions ou des dérivés d'autres jobs, on a quand même un système de combat qui en devient, grâce à ça, assez riche, tout en sachant aussi que les jobs ont un niveau qu'on peut augmenter et qui nous permettent de débloquer d'autres effets, d'autres compétences. Et c'est là que Final Fantasy V va encore plus loin, parce que ces compétences peuvent être équipées à nos personnages en dehors du job en question. C'est-à-dire qu'on peut assigner des traits de certains jobs à notre personnage, peu importe le job qu'il possède. Ce qui va permettre aussi d'avoir des personnages qui ont les capacités de 2 jobs en même temps, même si ces stats seront celles du vrai job qu'ils possèdent. Je sais pas si je suis très clair dans mes explications, mais en gros, voilà, on peut faire un mage blanc qui peut lancer des capacités de mage noir. Je sais pas si c'est très intelligent de faire ça parce que ces statistiques seront toujours celles d'un mage blanc, mais voilà, on peut équiper des traits de certains jobs à un personnage même s'il ne possède pas du tout ce job-là. Ce qui permet en fait d'avoir de très nombreuses possibilités, d'avoir plus ou moins des personnages qui peuvent avoir 2 jobs chacun, avoir 8 jobs au total. Ça laisse vraiment beaucoup de possibilités de customisation, et voilà, c'est vraiment un système de combat qui laisse le joueur s'exprimer à travers lui. Et vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi poussé déjà dans Final Fantasy V. Ça posait un peu problème dans le 3, si j'ai bien compris. Il y avait certaines limitations qui faisaient que c'était pas si fou que ça. Par contre, dans le 5, c'est vraiment déjà très poussé et très agréable à jouer. On peut faire des combinaisons qui sont très originales. On peut par exemple, bon ça c'est un truc que j'ai fait dans ma partie, même si c'est pas si intéressant que ça au final, c'est qu'on peut se créer un mode automatique avec les compétences des jobs. Parce qu'il y a un job, je sais plus c'est quoi, c'est le barbare ou un truc comme ça. Ce job-là a la particularité en fait d'être en mode auto-attaque. C'est vraiment un job qui est uniquement centré sur l'attaque physique, et du coup le personnage en question est obligé d'attaquer. On peut même pas choisir de se défendre ou d'utiliser un objet, c'est vraiment le personnage attaque automatiquement, ce qui fait qu'une fois passé un certain niveau de ce job, on débloque cette capacité qu'on peut équiper à nos personnages, et du coup se créer un mode automatique qui est prévu dans les mécaniques de jeu elles-mêmes, et c'est pas un bouton sur lequel on appuie pour que tous nos personnages attaquent automatiquement. Et c'est vraiment très sympa parce que ça laisse vraiment faire des combinaisons un peu folles, et parfois un peu pétées d'ailleurs. Je pense que le jeu, avec certaines combinaisons, peut être un petit peu cassé. Bon, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça, au contraire, même je trouve ça vraiment très cool que les RPG te laissent faire ça, que certains RPG te laissent vraiment casser le jeu, au point de devenir extrêmement puissant, à condition bien sûr d'y avoir mis une certaine dose de réflexion.
Voilà, par exemple, avec les matérias de Final Fantasy VII, il y a moyen de faire des combinaisons absolument pétées, et ça j'aime bien, parce que on se sent intelligent, c'est cool. Moi j'aime bien me sentir intelligent en jouant en jeu vidéo. Bon, par contre, voilà, il y a une condition à tout ça, que ce soit pour Final Fantasy V ou pour les jeux Bravely d'ailleurs, c'est que c'est un peu les jeux du farm. Ben oui, parce que comme chaque job a vraiment son niveau à augmenter pour obtenir les compétences, et aussi que chaque personnage peut équiper n'importe quel job, ça fait que vraiment, si vous voulez débloquer pas mal de choses, et ben ça va vous amener à farmer un peu, quand même, à farmer que ce soit de l'expérience, mais aussi de l'argent, puisqu'il faut compter que les pièces d'équipement doivent s'acheter 4 fois si jamais vous voulez vraiment expérimenter avec le système de jeu. Quand c'est prévu par le jeu, c'est pas forcément des choses qui me dérangent plus que ça, mais voilà, il faut un peu de temps devant soi, quoi. Et puis aussi, il y a quelques mauvais côtés du tour par tour, notamment le fait que la majorité des affrontements sont pas très palpitants, sont pas très intéressants, et il y a vraiment que les boss qui posent problème et qui sont les vrais gros moments du jeu, en fait. Les vrais moments où le système de combat va briller. Et c'est pour ça que je conseille de faire les versions plus récentes, donc les versions GBA et mobile et Steam, parce qu'elles possèdent un peu de contenu réservé à l'après-jeu, et que c'est à ce moment-là vraiment que le système de combat montre tout son potentiel. Mais voilà, du coup ça veut dire qu'il y a toute une partie de l'aventure où on s'emmerde un peu. Moi j'ai joué à la version GBA sur émulateur, et les combats c'était vitesse x10, et il y avait vraiment que les boss où j'étais investi en fait. C'est un peu le problème avec beaucoup de tour par tour, je trouve, sauf peut-être Chrono Trigger, voilà, dont on dit tout le temps que chacun de ces affrontements sont des espèces de puzzles, ce qui est très vrai, et ce qui rend le jeu vraiment très agréable à jouer. Mais sinon, malgré ça, c'est quand même, je pense, la première fois de ma vie où j'étais là en train de me dire j'ai envie de jouer en tour par tour. J'ai envie de jouer en tour par tour pour le tour par tour. Et ça, c'est fou, ça. Et ça, c'est fou, parce que ça n'arrive pas souvent, et j'ai revécu ça tout récemment en jouant à Bravely Default 2. J'avais joué au tout premier Bravely quand il est sorti, mais déjà à l'époque, j'y jouais pas pour le système de combat, ce qui est un peu bête, parce que c'est un peu le truc le plus intéressant. Voilà, si vous aimez le tour par tour, et que vous aimez les systèmes de job aussi, les systèmes de combat comme ça un peu profonds, eh ben je vous invite vraiment à découvrir les Bravely Default, et peut-être pourquoi pas, si vous le voulez vraiment, à jouer à Final Fantasy V, qui au final, je pense que c'est l'avis général, c'est pas un jeu absolument indispensable, parce qu'il y a eu mieux, il y a eu plus moderne, exactement avec les mêmes mécaniques de jeu, mais c'est quand même plutôt cool. Si vous avez adoré les Bravely et que vous en voulez un peu plus, c'est peut-être une piste à creuser. Évidemment, cependant, Final Fantasy V a quand même un scénario à côté de ça, parce que c'est vrai que je n'ai parlé que du gameplay jusqu'à maintenant, mais il y a un vrai scénar, hein, il y a des personnages et des trucs, voilà, ça raconte l'histoire de 4 personnages, et des cristaux, bien sûr, les 4 cristaux. Les 4 cristaux, c'était vraiment un truc récurrent à l'époque dans Final Fantasy. Donc voilà, pour une raison mystérieuse, le cristal du vent se meurt, et du coup le vent disparaît de la surface de la planète. Un sort qui risque également d'arriver aux autres cristaux de la terre, de l'eau et du feu. C'est alors que 4 héros élus par les cristaux vont apparaître et devenir les guerriers de la lumière, comme d'habitude, hein, bien sûr. On va incarner donc ces 4 personnages: Bartz, un aventurier, Lena, la princesse du royaume de Tycoon, Galouf, le vieil homme amnésique, et Faris, capitaine d'une troupe de pirates. Personnages qui sont très sympas à suivre, il y a vraiment un côté un peu... C'est pas forcément un scénario qui est très complexe, c'est pas un scénario qui va essayer de faire la même chose que Final Fantasy IV ou même le 6. Ça va être quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus centré sur les cristaux,
Mais ça reste très très sympathique à suivre, et les personnages, j'aime beaucoup les personnages, j'ai beaucoup accroché de ce côté-là. Il y a vraiment un côté moins sérieux dans le scénario, qui je trouve fonctionne. Bon, il y a quand même des moments forts, et ça reste Final Fantasy. Et Final Fantasy, la tragédie est fort ancrée dans l'ADN de Final Fantasy quand même. Donc de ce côté-là, ça n'a pas trop changé, ça reste un peu plus léger. Il y a des blagues, parfois un peu discutables. Il y a un peu d'humour absurde. Moi, je me souviendrai toujours du méchant du jeu qui se transforme en... C'était quoi? C'était une écharde. Ouais, il y a quelques moments, il y a quelques traits d'humour qui sont un peu absurdes, mais qui fonctionnent, je trouve. Et voilà, ça reste assez plaisant, et on retrouve bien sûr l'ambiance de cette époque, de Final Fantasy, de l'époque 16 bits. J'aime beaucoup cette ambiance, j'arrive pas vraiment à mettre le doigt sur ce qui me plaît tant, mais c'est vraiment... Il y a un feeling particulier qui fait Final Fantasy. Je sais pas, les musiques de Uematsu, les graphismes, je sais pas, il y a un truc qui fait Final Fantasy dans tout ça, dans le 4, le 5 et le 6, auquel je suis très attaché. Et FF5, c'est ça à 100%, et c'est trop bien. C'est trop bien, moi j'adore ce jeu. Je pensais pas que j'allais aimer autant Final Fantasy V. Et même la bande-son est très très bonne aussi, c'est vrai qu'on entend pas souvent... On n'entend pas souvent non plus parler de la bande-son, et pourtant, il y a vraiment d'excellents morceaux. Jouer à Final Fantasy V, c'est très très bien. Je suis un peu déçu qu'ils aient pas fait de remake dans le style des remakes sur DS. Il y a eu que Final Fantasy 3 et 4. Et moi je serais très très chaud d'avoir de nouveau des remakes dans ce style-là. Le 2, le 5 et le 6, le 2 en particulier. Voilà, j'ai dit tout à l'heure que j'étais très, très curieux du 2. J'aimerais bien qu'ils fassent une espèce de reboot du 2, qui reprenne le scénario avec beaucoup de réécriture, beaucoup d'ajouts, qui change le système de combat pour en faire un truc un peu moins pénible que ce qu'il est. Et là je m'égare un peu, mais c'est vrai qu'un remake dans ce style-là du 5, j'achète direct, hein, bien sûr. Je suis très très chaud. Jouer à Final Fantasy V, c'est bien, voilà, si vous aimez le tour par tour, et les systèmes de job qui vous laissent un petit peu de liberté. Et si vous aimez Final Fantasy en général, en fait, si vous aimez les Final Fantasy de cette époque, c'est pas le plus important, c'est pas l'épisode de la série le plus important, c'est pas forcément un jeu qu'il faut faire à tout prix, et de toute façon, est-ce qu'il existe des jeux à faire à tout prix? Je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais je recommande très chaudement Final Fantasy V. Et on va passer à la suite, on va passer à Final Fantasy VII Advent Children, le film. Ah, le début des années 2000 quand même, c'était quelque chose. C'était l'époque des téléphones à clapet, comme on peut le voir dans ce film. On continue donc avec Final Fantasy VII, Advent Children, un film donc réalisé en images de synthèse et sorti en 2005, produit par Square Enix bien sûr. On retrouve du coup les têtes pensantes de FF7 dans le staff du film. Voilà, on retrouve Yoshinori Kitase à la production, Kazushige Nojima au scénario, Nobuo Uematsu à la musique bien sûr, et puis un petit Tetsuya Nomura qui est là, qui est plus juste chara designer, mais qui est maintenant réalisateur du film, carrément. Il a l'air d'avoir pris pas mal d'importance dans la société à cette époque-là. Ça c'est les grands noms du staff, c'est plutôt des gens qui savent faire des jeux vidéo plus que des films, mais pourquoi pas, on va voir que voilà, c'est peut-être un peu de là que viennent tous ces problèmes. Mais qu'est-ce que ça raconte, du coup, Advent Children? Eh bien, c'est un film qui se passe 2 ans après la fin du jeu original,
Du coup, FF7 n'a plus de fin ouverte, du coup, parce que FF7 se terminait par un truc qui était un peu une fin ouverte. Donc 2 ans après la fin du jeu, le monde cicatrise peu à peu, les gens reconstruisent Midgar pour en faire une nouvelle ville un peu plus sympa, et Cloud nous fait quand même une grosse déprime. Au milieu de tout ça, il y a une mystérieuse maladie qui se répand, il y a des gens qui développent des taches noires sur leur corps, qui finissent par les tuer, ce qu'on appelle des géostigmates. Et puis il y a aussi les 3 mystérieux individus qui apparaissent. 3 hommes pas sympas qui ressemblent étrangement à Sephiroth, et qui veulent retrouver leur maman et faire une nouvelle réunion. Voilà, alors cette phrase n'a probablement aucun sens si vous ne connaissez pas FF7. Et voilà, donc on va retrouver Cloud et Tifa et les Turks aussi, qui vont avoir un grand rôle dans le film, et qui vont affronter ces 3 mystérieux individus. On se demande, comme c'est mystérieux, comme on ne voit pas venir à 3 km de quoi il s'agit. J'ai vu donc tout récemment la version longue du film. C'était la première fois d'ailleurs, j'ai plus vu le film depuis... Avant ça, j'avais plus vu le film depuis des années. C'était vraiment un lointain souvenir agréable, mais lointain quand même. La version longue qui a, si je dis pas de bêtises, 26 minutes en plus de film que la version originale. Alors je sais pas exactement ce qu'ils ont rajouté dans ces 26 minutes, je me souviens plus assez de la version originale pour vraiment parler de ça. Mais mon petit doigt me dit qu'il y en avait bien besoin de ces 26 minutes en plus. C'est un film compliqué. Je le dis direct, moi j'aime bien le film, mais je trouve qu'il a beaucoup de défauts et c'est dommage. À commencer par un truc que j'ai glissé dans le synopsis. Je pense que vraiment son plus gros défaut, c'est qu'on comprend rien si on n'a pas les connaissances, quoi. On comprend vraiment que dalle. Si vous n'avez pas révisé votre Final Fantasy VII, et parfois même les trucs qui tournent autour du jeu original, ben c'est difficilement compréhensible, et le film n'aide pas du tout. Le film, voilà, il y a un petit récapitulatif au début, genre oui, oh là là, la rivière de la vie, la météore, tout ça, mais voilà, c'est très expéditif. Le film n'aide pas, le film est sorti vraiment à cette époque de la Final Fantasy VII compilation. C'était vraiment l'époque où ils faisaient 36 000 spin-offs de Final Fantasy VII, parce que, oh là là, ils ont vu que FF10-2 ça avait bien marché, c'est parti, on lance la machine. La machine à pognon était en route, et du coup on a cette suite qui est pas du tout indispensable, mais qui est tout de même sympathique à regarder, moi je trouve, avec un peu de fanservice. Tout de même, on va en reparler. Mais du coup, avec un scénario compliqué, avec des points qui sont pas trop développés aussi. Y a vraiment des questions qui restent en suspens après la fin du film, alors que ça devrait pas trop. C'est pas des mystères qu'on laisse pour une possible suite. C'est vraiment des points qui sont pas expliqués. Genre, ils viennent d'où, les 3 Gus? Ils étaient dans le cratère nord, ils étaient là, ils attendaient. Entre autres, et peut-être même des trous qui ont été colmatés dans On the Way to a Smile, qui est un roman, une collection d'histoires courtes sur les personnages principaux de Final Fantasy VII. C'était écrit par Nojima aussi, et du coup ça donne pas mal de détails sur ce qui se passe entre le jeu et le film. J'ai pas lu, donc je saurais pas vraiment vous dire si c'est très intéressant, si c'est très important. Il paraît en tout cas que ça donnerait plus d'infos, même plus de développement pour le personnage de Cloud, qui, c'est vrai, du coup, quand on commence le film, est quand même d'une humeur très différente de ce qu'il y avait à la fin de FF7. Le Cloud déprimé, torturé, même s'il y a des raisons à ça. On sait des points du scénario qu'on aurait bien aimé voir dans le film directement, et pas devoir repasser à la caisse pour acheter un livre à côté. Il y a un OAV sur Denzel aussi qui donne plus d'infos sur
sur son histoire, parce que c'est vrai que c'est très expéditif dans le film, et que je me demande si c'est pas en plus... Denzel, c'est un tout nouveau personnage, c'est un enfant recueilli par Cloud et Tifa, et je me demande si les scènes où on voit justement ce moment où Cloud le retrouve, c'est pas dans la version longue uniquement, donc vraiment, si ça se trouve, il y avait même aucune explication du pourquoi il est là, et qu'est-ce qu'il fout là dans le film original. C'est vraiment le bordel ce scénario, et ça n'explique rien, ça ne montre rien. Il y a des choix et des trucs qui sont un peu bizarres. Le personnage de Cloud qui a un arc qui ressemble un peu, j'ai l'impression, sur certains points à celui du jeu, ce qui est un peu bizarre du coup, ce qui est un peu un petit retour en arrière, j'ai l'impression, même s'il y a des nouvelles choses qui sont intéressantes. C'est vraiment pas un très gros point fort son scénario, malheureusement. Par contre, il y a beaucoup de fanservice évidemment, même s'ils n'ont pas été à fond là-dessus non plus. Il y en a pas mal, mais voilà, par exemple, le cast original a pas trop de place dans le film, à part Cloud et Tifa. Les autres personnages sont assez absents, on les voit quand même, mais c'est presque du caméo en fait. Il y a un peu d'humour dans le film, notamment avec Reno et Rude, qui sont tout de même assez présents et qui donnent tout. C'est un film qui a vraiment beaucoup d'inconsistance dans son scénario, qui, je trouve, a vraiment du mal à raconter une histoire qui se tient. Ce qui fait que, en fait, c'est plutôt une bonne chose que la majorité du film soit des scènes d'action, des scènes de combat. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de scènes d'action, et si on peut dire ce qu'on veut sur son scénario, moi je trouve vraiment que les scènes d'action, c'est une vraie réussite. Et que Nomura a vraiment du talent dans la réal, en tout cas dans la réal de scènes d'action. C'est vrai que le reste est pas forcément bouleversant, mais en tout cas en ce qui concerne les scènes d'action, moi je trouve que c'est une grande réussite. Ça fait partie vraiment des scènes d'action les plus stylées. Bon, voilà, je suis un peu biaisé dans tout ça parce que j'ai vu ces scènes d'action quand j'étais assez jeune, et aussi parce que je les ai beaucoup pratiquées, ces scènes d'action. Voilà, c'est l'instant je suis vieux, mais voilà, il y a une période de ma vie où j'avais un iPod Touch, souvenez-vous de ça, et j'avais une vidéo qui compilait tous les combats du film sur mon iPod Touch, et je regardais cette vidéo en boucle quand j'étais pas chez moi et que j'avais l'appareil sur moi. C'est vraiment des scènes que je connais par cœur, et c'est fou qu'après tant d'années, je les apprécie toujours autant. C'est des scènes d'action dans l'abus total, avec des gens qui se balancent des motos sur la gueule et qui volent. Mais c'est ça qui est bon, j'ai envie de dire, c'est ça qui est fou. J'aime vraiment beaucoup cette démesure. Et puis il y a cette touche Nomura, bien sûr, il y a cette envie vraiment de rendre ces scènes d'action visuellement cool. Et ça c'est très Nomura, ça je trouve. Et l'air de rien, ces scènes-là couvrent vraiment une bonne partie du film, et tant mieux. Parce que comme je l'ai dit, voilà, le scénario c'est pas trop ça. Ça permet quand même d'avoir du bon spectacle visuellement, entre des scènes un peu moins efficaces. J'ai écrit dans mes notes oh regardez, c'est le trailer de Smash Bros. C'est ça, il y avait beaucoup de références dans le trailer de Sephiroth. Il y a beaucoup de références au tout dernier combat du film, qui est absolument incroyable. Ce trailer était vraiment bien, moi il m'a touché ce trailer. Et du coup, pour accompagner ces scènes d'action, il y avait de la bonne musique. De la bonne musique là. C'est évidemment Uematsu à la musique, et donc c'est forcément du génie. Il y a beaucoup de reprises et de remixes des musiques originales de FF7, mais il y a quand même des nouveaux morceaux, et moi je les aime beaucoup. Voilà, il y a The Promised Land et For the Reunion aussi, qui sont vraiment bien, le petit morceau au piano, hein. Et puis voilà, les reprises des thèmes de combat du jeu original et des thèmes de boss, qui envoient vraiment du lourd. Et puis le thème de Sephiroth, bien sûr, que je préfère dans sa version Advent Children, comparé à plus ou moins toutes les autres versions qui ont été faites, je pense. Je crois que c'est vraiment
ma version préférée. De ce côté-là, ça a très bien vieilli, et même visuellement, je trouve que ça a vraiment bien vieilli. C'est un film d'animation d'il y a maintenant plus de 15 ans, et pourtant ça tient vraiment bien la route. J'ai vu le film en HD, puisqu'il a été remasterisé, et il sera d'ailleurs remasterisé en 4K cette année, je crois. Je crois qu'il y a une version Blu-ray 4K qui va sortir, et c'est vachement beau, c'est en particulier les décors, que je trouve vraiment superbes. Bon, il y a quand même des plans et des expressions de visage qui sont un peu chelous. Au niveau des personnages et de leur visage, c'est vrai que là, c'est sans doute le point sur lequel ça a un peu vieilli. Forcément, quand on compare avec ce qu'il a fait plus récemment en ce qui concerne des films Final Fantasy, si on prend Kingsglaive, c'est vrai que voilà, c'est un autre niveau, quoi. C'est certain. Mais pour autant, on dirait pas un film de 2005. Et ça, c'est chouette. Et voilà, moi j'aime bien le film, en vrai. J'aime bien ce film. C'est un film qui parle de la famille. Et c'est beau, c'est... Bon, il n'arrive pas à faire un scénario qui tienne debout, mais c'est beau quand même. C'était quand même assez inutile, mais j'apprécie tout de même le spectacle. Le film sera réadapté en format jeu vidéo dans Final Fantasy VII Ever Crisis, le gacha de mort. Comme tous les gacha games, évidemment, on va avoir un chapitre tous les 3 mois, donc ce sera pas avant 2025. Regardez le film, ça vous prendra beaucoup moins de temps et ça vous coûtera beaucoup moins cher aussi que de jouer au gacha. C'est pas ouf, mais c'est quand même sympa. Voilà, c'est ma conclusion. C'est un film cool, visuellement, qui essaye de faire des trucs cool, juste pour être cool, et ça, j'apprécie. J'apprécie cette sincérité, cette simplicité. Et on va enchaîner, je pense, parce que j'ai plus grand chose à dire. On va enchaîner sur Final Fantasy XVI. On va parler un peu du futur de Final Fantasy, de ce que ce nouveau projet peut nous réserver. The legacy of the crystals. Has shaped our history. Et oui, regard sur le futur de Final Fantasy, puisqu'on va parler de Final Fantasy XVI, le prochain jeu numéroté de la saga. Enfin, si FF7 Remake ne passe pas d'abord, on ne sait pas encore. On continue du coup la direction prise par la série avec FF15, en partant plutôt sur de l'action RPG, qui flirte même un peu peut-être avec le beat'em all, le character action game. En tout cas, c'est ce que semble montrer le trailer. Et il me semble quand même que c'est présenté, vendu comme un action RPG, même si c'est vrai qu'on n'est pas forcément encore trop sûr de cette facette RPG. On le suppose, c'est quand même Final Fantasy, faut pas déconner. Un jeu annoncé l'année dernière lors d'un événement consacré à la PlayStation 5. Une annonce auquel je ne m'attendais pas, et c'était vachement bien. On a eu un trailer de 4 minutes, là, c'était cool. Un jeu développé par... pas vraiment par les mêmes gens qui ont développé les derniers Final Fantasy solo, développé par une équipe différente qui est pourtant très connue aujourd'hui, et reconnue aussi chez Square Enix. C'est Square Enix Creative Business Unit 3, donc l'une des teams internes à Square Enix, et notamment l'équipe qui bosse aujourd'hui principalement sur Final Fantasy XIV. C'est l'équipe qui a sauvé FF14 du naufrage il y a pas mal d'années maintenant. Une équipe du coup qui arrive à gérer ce MMO d'une main de maître, en tout cas si on en croit ce que disent les fans, et si on en croit les finances de Square Enix aussi, parce que ça rapporte. FF14, ça rapporte bien. Il y a 2 membres du staff qui sont aujourd'hui confirmés, c'est le producteur et le réalisateur du jeu.
On a en tant que réalisateur Hiroshi Takai, qui est quand même un ancien de chez Square, puisqu'il est là depuis au moins Final Fantasy V, qui a pas mal bossé sur les jeux Saga et aussi sur The Last Remnant. On lui attribue souvent ces deux noms-là. Et puis à la production, on a Naoki Yoshida, le fameux, l'homme qui a sauvé FF14, l'homme qui ne voit probablement plus sa famille depuis qu'il bosse sur FF14. Donc qui est juste producteur, qui n'est pas réalisateur sur le jeu, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait sur le staff, à part que c'est cette équipe-là qui bosse dessus, mais on sait pas précisément qui bosse sur le projet. Il y a des rumeurs qui parleraient de Ryota Suzuki, qui serait en charge du système de combat. Alors Ryota Suzuki, c'est un gars qui a bossé chez Capcom, et qui a notamment bossé sur les combats de DMC5, donc c'est quand même pas rien. Aussi sur les combats de Dragon's Dogma apparemment. Je sais pas d'où vient exactement cette rumeur, c'est pas confirmé en tout cas, mais il y a beaucoup de monde qui l'ont affirmé avec beaucoup d'assurance, mais c'est vrai que ça se voit dans le trailer qu'il y a une vraie approche jeu d'action dans FF16. Ce ne serait pas forcément trop étonnant. Et puis on imagine qu'il y a forcément des gens qui ont bossé sur FF14 ces dernières années, qui vont se retrouver d'une manière ou d'une autre dans FF16, comme par exemple, il y a pas mal de fans de FF14 qui pensent que Soken serait aux musiques de FF16, encore une fois aucune confirmation, mais c'est des spéculations de fans qui trouvent qu'il y a son style dans les musiques du trailer. Alors même si on a peu de confirmations et peu d'infos là-dessus, au final, on a quand même un gros projet dans les mains d'une équipe en qui on peut faire confiance, qui a prouvé ces dernières années qu'il savait faire du FF, qu'il savait de quoi il causait, et c'est déjà plutôt rassurant, plutôt pas mal, surtout quand on voit la direction peut-être un peu originale que prend ce FF16. Je vais faire un truc un peu expérimental, je ne sais pas comment vraiment ça va rendre. C'est que je vais regarder le trailer, encore une fois, je l'ai au moins vu une dizaine de fois, si pas plus. Je vais regarder le trailer et je vais le commenter plus ou moins, alors je vais pas vraiment faire ça de manière traditionnelle, hein, je vais plutôt... Je vais expliquer ce qui se passe et commenter le trailer sans que vous n'ayez besoin de le regarder en fait. Bon, c'est vrai que c'est pas du gameplay, comme il est dit au début du trailer, il est marqué que c'est du gameplay capturé sur PC pour émuler, pour reproduire en quelque sorte l'expérience PS5. Et le jeu est plutôt joli, hein. Moi je comprends pas les critiques qu'il y avait à l'époque de la sortie du trailer, oh c'est un jeu PS4, je comprends pas. Bon après moi je suis peut-être matrixé par mes JRPG qui ressemblent à des jeux PS2, c'est possible aussi. Ce qu'on voit déjà très vite, c'est que bon déjà il y a une certaine importance qui est mise sur les invocations, et ça c'est vraiment, les invocations sont incluses dans le scénario et sans doute très importantes, et ça il me semble que c'est pas très commun dans Final Fantasy au final. Les invocations c'est souvent un outil de gameplay, et c'est vrai que bon, il y en a parfois dans le scénario aussi, mais ça prend pas forcément une trop grande place. Et là par contre ça risque d'être beaucoup plus important, et j'aime beaucoup l'idée. On voit aussi que c'est la guerre, que c'est sombre, c'est vraiment, ça a l'air de partir sur un délire très dark fantasy. C'est la guerre, c'est aussi pas mal de politique. En tout cas on imagine, c'est ce que le trailer a l'air de renvoyer. Donc on a une première partie centrée sur... vraiment une première minute en fait, centrée sur une espèce de guerre dans laquelle notre héros Clive, c'est son nom, c'est vrai qu'on ne l'entend pas dans le trailer son nom, et qu'on ne savait pas comment il s'appelait avant la sortie du site internet. Et du coup c'est Clive qui serait qui est dans une espèce de petit groupe de 4 personnages qui ont pas l'air d'être... voilà, tout le monde se disait... Il y a des gens qui se disaient que ce serait peut-être un peu FF15 dans l'âme,
avec ces 4 personnages qui seraient les personnages principaux. Je pense pas, sachant qu'il y en a un qui meurt dans ce trailer, dans cette première minute de trailer, donc ça m'étonnerait que ce soit vraiment des personnages très importants, enfin pas au point d'être des personnages du groupe principal en tout cas. Mais en tout cas ça parle d'invocation, ça parle de dominants, donc il y aurait des humains qui pourraient... Il y aurait des humains qui habitent en fait l'esprit de ces invocations, et ensuite le reste du trailer se concentre plutôt sur la jeunesse de Clive. On imagine que c'est lui, quand il est jeune il a la mèche, il est beau il a la mèche, et après quand il est vieux il a les cheveux plus longs et il est tout vénère. On imagine que c'est lui dans les deux cas, enfin le trailer a l'air de suggérer que c'est lui, c'est difficile à dire avec des personnages en images de synthèse comme ça, mais on suppose que c'est Clive jeune et un peu plus vieux, et que du coup, eh bien, on va jouer 2 époques, parce qu'on voit clairement qu'il y a du gameplay avec Clive jeune et avec Clive vieux. Il y aura sans doute un time skip à un moment, il y aura, alors peut-être qu'on va commencer le jeu, qu'on aura un gros prologue avec Clive jeune, et puis qu'il y aura une ellipse de quelques années et qu'on jouera Clive vieux pendant la majorité du jeu. Peut-être qu'on va alterner entre les deux, je ne sais pas. Ça a l'air d'être quelque chose comme ça en tout cas. L'autre personnage important du trailer, c'est Joshua, le petit blond noble qui semble posséder, qui possède en fait, c'est confirmé dans le trailer évidemment, qui possède Phoenix, et donc qui a la capacité de soigner les gens. On a du gameplay dans ce trailer, du gameplay très très dynamique, ça a l'air bien, ça a l'air vraiment bien. On voit de l'esquive, on voit des coups d'épée, de la magie, on voit le monstre, je sais plus comment il s'appelle, le monstre tentaculaire dégueulasse, le Malboro, rien à voir avec les cigarettes. Bien sûr l'arrivée du Chevalier Dragon, qui a l'air d'être un bon gros boss, très sympa à jouer aussi. On voit du gameplay avec Clive vieux, toujours aussi dynamique, qui a d'ailleurs l'air d'avoir une autre arme que l'épée, donc ce qui pourrait signifier plusieurs styles. Il a des espèces de griffes, on voit pas très bien parce que il me semble qu'il y a vraiment un seul passage du trailer où on le voit, et c'est flou parce que ça va très vite, mais on dirait voilà, qu'il a des espèces de griffes. J'essaye d'avoir une frame. Il y a même des petits effets là, je me demande, voilà, il y a une petite théorie, je me demande si ce genre d'attaque, ce serait pas en lien justement avec les invocations, parce que les griffes ressemblent, j'ai trouvé une frame, où les griffes ressemblent à, je sais pas, aux pattes d'un behemoth peut-être, ces espèces de griffes de behemoth ou de dragon, quelque chose comme ça, et du coup peut-être que ce serait, que les armes ou que les styles de combat seraient liés aux invocations, parce qu'on voit aussi pendant le combat contre le Chevalier Dragon, je crois qu'on le voit plusieurs fois dans le trailer, mais on voit que Clive fait un coup, il y a une espèce d'aile qui sort du coup en question, qui pourrait être une aile de Phoenix aussi du coup. Donc voilà, il y aurait peut-être potentiellement des attaques ou des styles de combat liés aux invocations. Il y a du sang, ça va être Peggy 18, il y a du sang et des gens qui meurent. Ah, mais il y a aussi... il fout des coups de poing aussi à un moment, là. C'est peut-être Titan. Il y a pas mal de moments dans le trailer où on voit des grosses invocations qui se bastonnent, avec Joshua qui invoque Phoenix, et puis un mystérieux individu transparent qui invoque Ifrit, qui est assez impressionnant, Ifrit, je trouve. Très très bonne synchro labiale, tiens. En version anglaise, en tout cas. Bon, après, il y a de la grosse baston, voilà, avec musique épique. Et puis, il y a cette fameuse scène de Ifrit. Il y a une scène à la première personne où Ifrit a l'air de tuer quelqu'un. C'est sans doute Joshua. Et puis voilà le trailer qui se termine sur... le plan... sur un gros plan sur le visage de Clive, jeune, qui est énervé, et vieux aussi, qui est très énervé, les yeux tout humides, et qui dit « Je te tuerai ». Et bien sûr le logo Final Fantasy XVI, très très beau logo, moi j'aime beaucoup,
avec ce qui semble être justement le combat Phénix-Ifrit, ce qui renforce le fait que ça va sans doute être vraiment le point de départ du scénario, l'événement important qui va lancer le scénario. Je suppose, voilà, c'est pas forcément très difficile à deviner, mais ce sera sans doute, en tout cas pendant une certaine partie du jeu, une revenge story, donc une histoire de vengeance de Clive qui veut venger Joshua. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas trop, en tout cas moi j'avais pas compris dans le trailer en anglais, mais en regardant le même trailer en japonais, on entend clairement au moment où Joshua se fait peut-être tuer par Ifrit, on entend clairement Clive l'appeler son petit frère. Information qui est confirmée par le site internet auquel je vais jeter un coup d'œil dans quelques minutes. Donc, il y a quand même moyen, et ça c'est assez cool, d'en tirer beaucoup de choses, beaucoup d'informations de ce trailer. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on a une bonne idée du ton, de l'ambiance du jeu qui sera plutôt plus sombre, plus dark fantasy, ça a l'air d'être un truc The Witcher, Dark Souls, Game of Thrones, ce genre de truc. Pourquoi pas? Moi je suis assez chaud. C'est quelque chose qu'on voit pas trop dans Final Fantasy, donc pourquoi pas. Donc peut-être, voilà, une histoire de vengeance, en espérant que ce soit pas aussi chiant que The Last of Us 2. Excusez-moi, j'aime bien faire des tacles comme ça, parce que je suis pas très fan de The Last of Us 2. J'y ai pas joué. Oui d'ailleurs, j'en avais un peu parlé pendant le bilan, du fait que j'avais pas joué, et j'avais commencé, je fais une petite parenthèse, j'avais commencé à en parler en disant oui, j'ai deux raisons pour lesquelles j'ai pas envie d'y jouer. La première qui était le temps de jeu qui est super long pour un shooter. En tout cas, moi je pense que ça m'emmerderait assez vite. Et j'ai oublié de parler de la deuxième raison. Je suis juste parti sur autre chose, j'ai complètement oublié. Et je m'en suis pas du tout rendu compte non plus au montage. Bah, la deuxième raison, c'est plutôt une raison scénaristique. Et en termes de fond, je trouve ça assez pas très original, mais bon, ça pourquoi pas, mais surtout pas très subtil et pas très intelligemment fait non plus. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que déjà c'est pas le sujet, et puis surtout ça spoil. J'ai vu et j'ai entendu beaucoup de choses sur le jeu parce que le sujet m'intéresse bien. Je précise tout de même que c'est mon avis sans avoir joué au jeu, donc ça ne vaut rien, hein. Juste au cas où. Je n'ai aucune envie d'y jouer en tout cas. Et je referme cette parenthèse, hein, parce que c'est pas le sujet. Donc on a eu ce seul trailer dont on peut tirer quelques informations, et c'était à peu près tout jusqu'à aujourd'hui, hein. On n'a pas eu grand chose de plus. Les seules choses qu'on a eues en plus, c'est des interviews, et aussi le site officiel qui a peu d'informations mais qui clarifie certaines choses. Entre temps on a eu un vrai synopsis aussi pour le jeu qui dit voilà, donc Final Fantasy XVI se déroule dans un monde fictionnel, dans le monde fictionnel de Valisthea, un continent qui possède 6 factions qui sont au bord du conflit à cause d'une maladie qui se répand. Une maladie qui s'appelle, ici dans le synopsis, The Blight. Je connais pas trop ce terme, je sais pas ce que ça veut dire, j'ai été voir sur Google Traduction, ça se traduit par rouille ou corruption. Voilà, on sait pas trop ce que c'est vrai que on n'a pas trop l'impression que le trailer en parle beaucoup de cette histoire de maladie. On voit plutôt les conflits que ça va engendrer, plus que les effets de la maladie elle-même. On va aller faire un tour sur le site internet, vite fait, hein. Il n'y a pas grand chose de toute façon, il y a des très belles illustrations par contre, j'aime beaucoup celle de Clive vieux, qui a une très belle épée avec des espèces de lignes rouges, mais aussi une espèce de main démoniaque à gauche, c'est peut-être de là que viennent les griffes qu'on a vu dans le trailer, je ne sais pas. Ça fait un peu Tales of Berseria, avec l'héroïne qui a
une main démoniaque aussi. On voit Ifrit, on voit Phoenix comme sur le logo. Très très joli, j'aime beaucoup. Et du coup donc on a le trailer et on a 2 pages. Une sur l'univers et une sur les personnages. En dessous un message de l'équipe, du producteur et du directeur. On va d'abord aller voir les personnages parce que ça confirme en fait ce que je disais tout à l'heure. Avec Joshua, avec le lien de parenté entre Clive et Joshua. Donc c'est tous les deux Rossfield, leur nom de famille. Bon, je vais pas lire en détail tout ce qu'il y a, parce que de toute façon le site est en français, donc vous pouvez y aller si vous voulez. Il y a des petits détails sympathiques, même s'il n'y a pas grand chose. Mais en tout cas, on confirme bien qu'ils sont frères. Un jeune homme qui s'illustre dans les combats à l'épée en particulier, et qui devient, voilà, à peine 15 ans, le protecteur de Joshua, de son frère. D'autre part, intéressant, il a reçu la bénédiction de Phoenix, ce qui lui permet d'utiliser une partie des pouvoirs de feu de ce primordial. Ce qui confirme, au niveau du gameplay, on avait vu, j'avais parlé tout à l'heure, de l'aile qu'on voit. Je pense que c'est ça. Je pense que Clive va pouvoir obtenir au fil du jeu les pouvoirs des invocations. On parle d'une tragédie qui va frapper Clive, on ne dit pas très clairement ici que c'est Joshua qui va mourir, mais bon, on l'imagine bien. Bon, il va mourir, voilà, c'est quand même... Est-ce qu'il va mourir temporairement pour le scénario et qu'il va revenir d'une manière ou d'une autre? C'est quand même le porteur de Phoenix. Il n'est pas impossible que ce soit quelque chose qui soit remis en question plus tard dans le jeu. On a aussi des détails sur la jeune fille qu'on voit aussi dans le trailer avec les 2 autres, qui s'appelle Jill Warwick, une amie d'enfance en quelque sorte. Au niveau de l'univers, on a des belles illustrations aussi, très jolies, du monde de Valistea, une terre bénie par les cristaux, donc il y a encore des histoires de cristaux qui vont sans doute jouer dans les conflits politiques. On parle notamment des 6 nations qui composent ce monde. Là aussi, je vais vous laisser lire ça par vous-même si ça vous intéresse. Bon, eh ben c'est un projet que je trouve assez prometteur, personnellement. Bon, déjà, ce qu'on a vu me parle, le gameplay me parle, l'univers me parle. Je suis assez chaud sur ce qu'on a vu, j'ai hâte d'en voir plus. Et puis moi, il y a aussi un truc qui fait que je trouve que c'est prometteur, en plus des développeurs, en plus de ce qu'on a vu qui me plaît, il y a aussi le fait qu'on ait un trailer de 4 minutes. Donc celui dont on vient de parler en détail. C'est juste le simple fait que ce soit un trailer de 4 minutes et pas juste un teaser pour révéler le jeu, comme ça a été le cas pour la majorité des Final Fantasy de ces dernières années, que ce soit FF7 Remake, Versus 13, même il me semble le 13 aussi, avait été révélé avec un simple teaser. Ça rassure en fait sur déjà le travail accompli sur le jeu, parce qu'on a quand même 4 minutes avec des vrais morceaux de gameplay et de scénario dedans. Ça rassure sur le fait que ça va pas sortir dans 6 ans. Square Enix nous a quand même habitués ces dernières années à sortir leurs jeux des années et des années après leur annonce, et ça ennuie tout le monde. Donc voilà, moi je trouve que c'est très sympa et qu'il y a des raisons de se réjouir. Bon, j'ai sans doute été très optimiste quand je disais dans le dernier podcast que ce serait pour 2021. Apparemment, alors il me semble que c'était dans une interview, ça a été confirmé, ils ont dit ce sera pas avant Forspoken, donc ce sera pas avant 2022, puisque Forspoken est prévu pour 2022. Donc c'est mort, ce qui m'arrange quand même un petit peu pour cette année, parce que, eh bien d'après les magasins tout près de chez moi, la PlayStation 5 n'existe toujours pas. Donc un jeu qui est prévu uniquement sur PS5. Pour l'instant, on sait pas trop. Pour l'instant, c'est annoncé comme une exclue PS5. Est-ce que ce sera le cas jusqu'au bout? Peut-être pas. C'est pas impossible que ce soit une exclue temporaire, parce que Sony fait ça assez souvent en ce moment. Avec la PS5, ils ont signé quelques deals d'exclus temporaires, c'était le cas aussi pour FF7 Remake.
Enfin, je crois, pour FF7 Remake, parce que normalement c'était... Il me semble que c'était 1 an d'exclus temporaires sur PS4. Il y a peut-être eu un nouveau deal d'exclus temporaires avec Intergrade, du coup. Je ne sais pas. Et du coup, voilà, j'ai hâte d'en voir plus, peut-être qu'on en verra plus à l'E3, dans quelques jours, si vous écoutez ce podcast au moment où il sort. C'est bientôt. Et on va passer au segment de fin sans plus tarder. Tant qu'on y est, je me dis qu'on peut peut-être continuer à parler du futur de Final Fantasy, en parlant de possibles futurs jeux et de ce que j'aimerais voir aussi, pourquoi pas, dans cette petite conclusion pré-E3. Alors bien sûr, le futur, ce sera FF16 et Final Fantasy VII Remake, et la compilation 2.0, avec Ever Crisis et... non, comment ça s'appelle le truc là? Comment il s'appelle le Battle Royale de First Soldier? C'est pas ça, je sais plus. On s'en fout de toute façon. Quelques jours avant l'enregistrement, il y a eu des rumeurs, des leaks plutôt peut-être, des leaks assez crédibles sur une possible annonce à cette E3 d'un certain Final Fantasy Origin, qui serait apparemment un espèce de Souls-like, un espèce de Dark Souls de Final Fantasy développé par la team qui s'est occupée de développer Nioh. Donc la team Ninja, pourquoi pas. Ce serait apparemment, voilà, il y a des gens qui parlent aussi du fait que les origines, ça revienne aux origines de Final Fantasy, et du coup on aurait un univers proche de ce qu'on avait dans Final Fantasy 1, voire même une préquelle ou des trucs comme ça. Bon, ça reste à l'état de rumeur. On sait pas si c'est vrai, si ça se trouve c'est complètement faux, hein. Mais c'est vrai que ça a quand même été pas mal relayé par des gens de confiance. Donc c'est possible, et j'ai hâte de voir ça, parce que c'est vrai que c'est curieux d'imaginer un Dark Souls-like dans l'univers de Final Fantasy. Ce qui fait qu'on aurait quand même un E3 bien rempli en Final Fantasy, si on a encore un peu d'infos d'FF14 Endwalker, si on a un petit trailer, ils vont peut-être glisser un petit trailer de Intergrade, parce que le jeu sort dans ces eaux-là aussi. On sait pas exactement quand sera la conférence Square Enix du coup, mais c'est la même période, c'est la même semaine en tout cas. En plus, peut-être les infos d'FF16, puis ce FF Origin, et puis pourquoi pas aussi un petit teaser pour FF7 Remake 2. Ça ferait une grosse... ça ferait une conf bien chargée en Final Fantasy quand même. Ça ferait beaucoup. Et moi j'attends de voir ce qu'ils vont faire pour l'année prochaine. Les 35 ans, bien sûr. Qu'est-ce que j'attends, moi, particulièrement? Qu'est-ce que je voudrais voir? Ma liste de courses. Voilà, ma liste de courses Final Fantasy, je voudrais... Bon, on en a déjà un peu parlé quand on parlait d'FF5. Mais oui, des remakes des premiers, moi, dans un style proche de ce qu'ils avaient fait sur DS, ça me plairait beaucoup. Même si, bon, voilà, l'évidence. Évidemment, tout le monde l'a déjà dit, mais l'évidence, c'est... le style HD 2D que Square Enix rentabilise aujourd'hui. Donc on a eu Octopath Traveler, on va avoir Project Triangle Strategy, et puis aussi Dragon Quest 3, le remake en HD 2D là. L'évidence, c'est FF6 dans ce style-là, quoi. En tout cas, c'est vrai que ce serait sympa d'avoir des ressorties des premiers FF, des 6 premiers, faire une petite compilation là pour les 35 ans, parce que c'est vrai que la majorité des autres épisodes sont disponibles sur à peu près toutes les consoles aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi la suite version samouraï de Type 0 là. On attend toujours ça. C'est à ça que j'ai pensé quand on m'a dit Final Fantasy développé par la team qui s'est occupée de Nioh. J'étais là, ah oui, c'est la suite de Type 0. Ah ça n'arrivera jamais, ça, je suis triste. En même temps, c'était pas très bien non plus, Type 0, mais voilà. Je voulais quand même qu'ils poussent le truc un peu plus loin.
Un nouveau Theatrhythm aussi, ça ce serait bien. Ce serait cool, comme ça, sur Switch, là. Et là, on va se taper un petit Theatrhythm sur mobile, version gacha. Incroyable. Moi, je le sens, je sens venir le... je sens venir le gacha, là. Ce serait diabolique, mais ce serait intéressant de voir comment ils adaptent les mécaniques de jeu de rythme dans un gacha comme ça, mais ce serait diabolique. Voilà, je sais pas trop quoi attendre de plus en vrai. Qu'il soit créatif, voilà, c'est tout ce que je demande. Peut-être un jour un retour au tour par tour, dans un FF numéroté, je veux dire. Ce serait sympa. Je vous souhaite un très bon E3. C'est quand même le seul événement dans lequel on apprécie regarder plusieurs heures de pub. Il faut profiter de ça. C'est vrai qu'en plus, la hype est particulièrement élevée cette année, parce que l'année dernière, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu autant de choses en même temps, on n'a pas eu autant de conférences et d'annonces en même temps, donc tout le monde est assez bouillant cette année. Ça m'a manqué, moi, personnellement. Moi, j'aime bien les petites conférences, là... avec des gens en costard qui viennent te raconter du bullshit, te dire que la PS5 ce sera du 4K 120 FPS. Voilà, la grande fête du jeu vidéo bien sûr. Petite info sur la chaîne, sur la prochaine vidéo, qui arrive très bientôt je pense, ça va venir très vite, parce que la vidéo est déjà complètement écrite, et la vidéo sera pas très longue, donc vraiment ça va arriver assez vite. Je pense pendant le mois de juin. Une vidéo courte consacrée à une certaine série de jeux qui s'appelle Pokémon Snap. Et oui, j'avais dit que j'allais peut-être faire une vidéo sur Pokémon Snap, et en effet, c'est le cas parce que c'est trop bien. Jouer à Pokémon Snap, ça n'a rien à voir avec le podcast, mais voilà. Je vais commencer à faire du forcing aussi sur New Pokémon Snap. Et voilà, c'est la fin de ce podcast spécial Final Fantasy. Merci d'avoir écouté ça, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et pour d'autres podcasts également. Peut-être reparlerons-nous de Final Fantasy, je ne sais pas, c'était pas prévu. En même temps, j'ai pas grand chose de prévu après la vidéo sur Pokémon Snap, donc qui sait. Je vous dis à une prochaine fois pour une toute autre vidéo sur un tout autre sujet. Une vidéo sur Is ou une vidéo sur Pokémon, évidemment. C'est un peu tout ce qu'on fait sur cette chaîne aujourd'hui. Non, on fera autre chose, c'est promis, c'est promis. On parlera d'autres trucs. Allez, salut!